Les femmes en politique au Sénégal, il faut qu'on en parle. Et oui, c'est tout un sujet. Elles sont braves, elles sont courageuses et certains diraient même qu'elles ont un métier d'homme. Hello, hello my people, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à la plateforme, le podcast, l'épisode 10. Et oui, nous en sommes déjà au 10e épisode et je suis comme d'habitude avec notre fidèle chroniqueur maison Abdoulaye Sidibé. Comment vas-tu Abdoulaye? Écoute, bien, bien, Sophia, en plus en très bonne compagnie, voilà, et fier d'être devant vous, face caméra aujourd'hui, pour pouvoir interviewer Madame Nyang. Oui, Madame Nyan, comme tu l'as dit, elle s'appelle Aïda Nyan. Écoute, Aïda, comment vas-tu? Je vais bien, Sophia, et je vous remercie pour l'invitation. C'est un honneur pour moi. Et bonjour à Abdoulaye et à tous ceux qui vous accompagnent. Écoute, l'honneur est pour nous. Merci de nous recevoir ici, à l'hôtel de ville, à la mairie de Dakar. Abdoulaye disait, c'est pas tous les jours qu'on est reçu ici par Madame le maire, Madame l'adjointe au maire. Parce que oui, Aïda Nyan est donc adjointe au maire de la ville de Dakar. Elle est également première adjointe de la commune de Sicap Liberté. C'est une femme en politique, c'est une femme engagée et c'est une militante des droits de la femme depuis presque 20 ans maintenant. 20 ans d'expérience, Aïda, dans la politique, dans le militantisme. Tu en as fait du chemin et pourtant tu es toute jeune. Oui. Toute jeune, toute fraîche et toute engagée. Oui, c'est vrai. J'ai commencé, j'avais même pas 16 ans à être militante politique. Et je dois dire que c'est une passion, mais c'est des convictions aussi. Et nous avons appris avec des gens qui nous ont devancés et qui nous ont aidés à faire la différence entre est-ce que nous voulons être des clients politiques ou des militants politiques. Donc, je suis très ravie quand tu me présentes comme militante, en espérant que nous sommes toujours sur ce chemin-là. Mais nous pensons que dans ce pays, chacun et chacune d'entre nous doit avoir un rôle à jouer, que ce soit sur le plan politique, sur le plan du développement, ou bien juste en faisant en sorte de remplir ses devoirs et de revendiquer ses droits. Donc, c'est... Ouais. Et ce rôle, tu l'as compris très tôt, comme tu l'as dit, toute jeune, à 16 ans. Maintenant, ça va presque faire 20 ans que tu es dedans. Tu l'as compris, tu l'as assumé, tu continues de l'assumer aujourd'hui, malgré les challenges. Parce qu'il y a beaucoup de challenges, j'imagine, quand on parle de femmes en politique. Moi, j'aimerais que tu commences par nous parler de ton parcours. Parce que beaucoup pourraient dire... À 16 ans, beaucoup qui ne savent pas. On sait que tu viens d'une famille qui t'a déjà beaucoup inspiré. Mais pourquoi ce choix d'entrer dans le militantisme et dans la politique aussi jeune? Parle-nous un peu de ce parcours. Le choix a été, je dois dire, très spontané. Parce qu'enfant, j'avais mon père qui était militant politique, militant de gauche. Mais je dois dire que je détestais la politique parce que je ne le voyais pas souvent. Il était souvent en tournée. Quand il rentrait de travail, il était à ses réunions. Ton père qui est Khalifa Oumar Niang, que beaucoup de gens du PIT connaissent. Donc là, je me disais, mon père, déjà, il se lève le matin, il part travailler. À son retour, il est avec ses camarades. Donc, je les voyais d'un œil pas du tout bienveillant. Et par hasard, un jour, il y avait une réunion au siège du PIT, mais j'avais de très bons rapports avec les camarades tontons, comme je les appelle, tonton Amat. Je ne sais pas si je pourrais conjuguer au passé, mais une affection qu'on ne peut pas en réalité mesurer. Je suis partie en réunion et j'ai trouvé là-bas des anciens qui avaient fait la clandestinité, qui avaient donné leur vie en réalité au pays et que personne ne connaissait, mais qui ne s'en souciaient pas. Et quand j'ai écouté les récits des uns et des autres très jeunes, je me suis sentie coupable et lâche en me disant « Waouh, ces vieux-là que je détestais parce qu'entre guillemets, je me disais qu'ils me volaient mon père. En fait, ils ont donné leur vie pour ce pays, mais ils n'ont pas ce réflexe que nous avons aujourd'hui de vouloir avoir une reconnaissance, une médaille, parce qu'ils l'ont fait, parce qu'ils ont pensé à leur époque qu'il leur fallait changer les choses. » Et c'est de ce point de vue qu'une semaine après, il y a eu une réunion pour restructurer les jeunesses du PIT. Tonton Amat m'a conviée. Je suis venue à cette réunion-là à force de discussion. J'ai été cooptée pour diriger les jeunesses du PIT. Et les choses se sont enchaînées. Parce qu'à l'époque, j'étais la première responsable femme d'une jeunesse politique mixte.
et avec des camarades jeunes de l'époque où il y avait pas, où on ne me regardait pas en tant que femme, mais parce qu'il faut le dire, les partis comme le PIT, des partis de gauche, ils n'ont pas ce réflexe très misogyne et macho. Donc là-bas, je me sentais à l'aise. Mais après, on est rentré dans le Benno Siggil Sénégal, qui était une coalition où il nous fallait faire face aux dérives du pouvoir ancien de Wade, où je suis venue très jeune rencontrer d'autres camarades qui étaient dans d'autres structures, où on a mis en place les jeunesses d'abord je pense que c'est le And Siggil Sénégal, après le Front Siggil Sénégal, après le Benno Siggil Sénégal, et où on a appris à nous connaître, à nous côtoyer, et où aussi il fallait être véritablement engagé. Et je dois dire qu'après le Front Siggil Sénégal, Benno Siggil Sénégal, il y a eu le M23. Oui. Le M23 où je dois dire que moi, le premier interview que j'ai eu dans ma vie, ça avait été fait par Fadel Barro. Oui. Dans le quotidien. Et la dernière fois, lors d'une débat, je disais que Fadel m'a aidé un peu à accepter mes lèvres. Qui sont ta marque de... ouais, j'ai les plus jolies lèvres du monde, et j'assure. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Elles sont magnifiques, tes lèvres. Et après, les gens du Y'en a marre, oui. on a débuté avec le M23. Où en ce moment-là, je me rappelle qu'il y avait un slogan « Boudé Djoté Koudundu Dogor ». Ah oui. Et où on avait même oublié nos appartenances des uns et des autres, où le seul objectif qu'on avait, c'est le changement. Il fallait le changement. Et dans ce M23-là, même avant 2010, 2008, 2009, j'ai été conseillère municipale en 2009. J'ai été la plus jeune conseillère municipale du Sénégal en 2009. Après, les choses ont continué, comme je l'ai dit, le M23. Où j'ai été, et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de changement, je ne sais pas si ça existe toujours, la responsable des jeunes aussi du M23 sur proposition de Aluntine, le doyen Aluntine, pour qui j'ai beaucoup de respect. Quand je dis certains, je dis ils ne comprennent pas beaucoup. Écoute, mais bon, comme je le dis, on est en démocratie, chacun ça. avec Nous, sa on a manière eu à l'interviewer, Ouais. on a été vraiment, c'est on un est autre admiratif. niveau. Un grand homme. Un grand homme. Moi, je vois qu'il n'a pas varié dans sa position. Malheureusement, nous avons l'habitude, quand je dis nous, c'est de juger les gens par rapport à ce qu'on attend d'eux, mais pas est-ce qu'ils sont en accord avec les principes pour lesquels ils se sont battus depuis lors. Donc, après le M23, j'ai été cooptée par Segment Soussi Gamil dans son mouvement Le Bezouniac, où nous avons cheminé pendant près de 13 ans. Après le Bezouniac, en 2022, il y a eu les élections locales, où sur la liste de Dakar, j'étais deuxième après Diaz, où on a fait une campagne. On a adhéré dans le Yewi, et où j'ai été élue adjointe au maire 2 fois. Quel parcours, Abdoulaye, c'est inspirant. Et ce qui revient souvent, c'est première femme jeune leader, première femme, première leader de la jeunesse, etc. Toutes ces premières-là, ça n'a pas dû être facile d'être la première dans beaucoup de choses en politique, d'être une femme jeune et d'être la première dans beaucoup de choses en politique, j'imagine. C'est clair. Mais avant de répondre, qu'est-ce que c'est le LER? Le LER, c'est les joues. Les joues. Bonne question. Ok. Non, plus sérieusement, ouais, parcours inspirant. On sent derrière qu'il y a de la détermination, de la constance dans l'effort, parce que voilà. Et puis, tu as su évoluer avec les époques et avec les personnes en face de toi. Donc, ça pousse à l'admiration. Moi, au-delà de ça, c'est le côté un peu pionnière. Tu es à chaque fois première. Donc, t'aimes être celle qui ouvre la voie, en fait. Bon, peut-être bien, peut-être pas. Je me dis surtout que c'est peut-être par chance. Parce qu'en ce moment-là, parce qu'après... Oui, mais je le vois ainsi, parce que après, même dans les coalitions que nous étions, même si j'étais responsable d'une jeunesse de parti, après il y a eu Fanta Diallo qui a géré de manière super les jeunes du Tekki. Et il y a d'autres jeunes, les Yaya, avec qui on était dans le Benno Siggil Sénégal. Des jeunes femmes, les Néné Diallo, les Esther, je les cite, les Ngone Ndiaye, j'en cite, peut-être que j'en oublie, les Aminata Ndoye. Il y a eu énormément les Diara, les Ndeye Maguette, où quand même,
à un moment donné, même si certaines n'étaient pas responsables d'une jeunesse mixte, elles ont eu à jouer un rôle beaucoup plus, comment dirais-je, déterminant que ces jeunes-là. Mais l'aspect qui est le plus important, c'est qu'à un moment donné, il fallait se battre. Nous toutes, en réalité, en tant que jeunes femmes, il fallait se battre parce qu'il y a, tu as dit tout à l'heure qu'il y a eu peut-être beaucoup de contraintes. Moi, la réponse que je te dirais, c'est qu'il n'y avait que des contraintes. Il n'y avait que des contraintes. Moi, si je donne mon exemple, en réalité, j'ai été bastonnée, entre guillemets, en réunion plusieurs fois. On va y arriver, Aïda, parce que moi, je connais un peu, on se connaît. Hein. Oui. Aïda, c'est une sœur maintenant, aujourd'hui. Donc, je sais qu'elle en a vécu des choses. Et aujourd'hui, en fait, le but pour moi de cette émission, c'est vraiment pas de faire dans le sensationnalisme, mais c'est d'être véridique et de parler sincèrement. Et j'aimerais vraiment que tu nous parles sincèrement de tout ce que tu as vécu. C'est pour ça que ma question qui vient et qui va te permettre de parler de, entre guillemets, ces bastonnages, ces réunions qui ont tourné au vinaigre, ces choses qui vraiment, moi, quand je les ai entendues, j'ai été outrée en tant que femme, tout simplement. En tant que femme qui veut le changement, en tant que femme qui veut voir d'autres femmes briller. Les plus gros challenges et les faits les plus marquants que tu as vécu. Tu as vécu des réunions qui ont tourné au vinaigre, tu as été en danger. Ton intégrité physique a été mise en danger à plusieurs reprises parce que tu t'es engagée en tant que femme en politique. Parle-nous un peu de ça. Oui, ça a été mis en épreuve parce qu'en réalité, certains hommes, même dans les réunions, n'acceptent pas les 8 mai des femmes. Alors, si tu vas au-delà du 8 mai, qui est le langage un peu plus diplomatique, en disant non, des fois, c'est très dur pour eux de l'intégrer. Autre chose, quand tu es jeune et que tu es femme, il y a énormément de défis à relever. Et moi, je dois dire que j'ai eu la chance d'avoir une mère et un père qui m'ont appris que, je vais le dire en Wolof, kulek mishui ak kulek sombi ñoyem. Le tout c'est que sombi beg mishui bi na jar sa khalis. Donc je vais traduire pour Abdoulaye. En gros, c'est un proverbe qui dit que ne sois pas aveuglé par le luxe, etc. Aujourd'hui, tu peux être dans un hôtel 5 étoiles, mais demain, tu dois être capable de vivre dans une case. Que le plus important, c'est ton intégrité, entre guillemets. Et on a été aussi, parce que les hommes, quand tu es dans des réunions où tu t'affirmes beaucoup, ils ramènent un peu l'aspect sentimental. Il y a ce chantage, genre, je vais la draguer pour la faire taire. Tu as connu ça? Beaucoup de fois, ou bien même tu es victime de défis. Genre, des fois, ils discutent entre eux qui va arriver à l'avoir, à la faire taire, parce que, etc. Incroyable. Oui, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Maintenant, le souci, c'est qu'en réalité, pour moi, sur le long terme, il y a le moham. Mais c'est de mettre en œuvre comment dirais-je, une attitude qui fait en sorte que même s'ils ont un défi, qu'ils ne vont pas le relever. Donc ça, c'était un des challenges. L'autre, c'est l'appât du gain, parce que beaucoup vont venir avec l'argent, etc. Et comme je le dis, nos hommes sénégalais, en termes de, je ne vais pas utiliser le mot, ils sont très forts. Mais donc il fallait un mental, il fallait se dire qu'on a un objectif, il faut le réussir. Et si demain nous voulons être à une certaine station, quand même il faut une discipline. Maintenant, je ne dis pas que je suis parfaite, je ne dis pas que les autres sont parfaits, mais les femmes dont j'ai cité les noms tout à l'heure, on a essayé de faire le maximum. L'autre chose, c'est que quand tu refuses d'avoir un parrain ou une marraine, tu n'es pas souvent celle qu'on propose pour diriger. Parce qu'ils ont souvent peur d'être défiés. Et comme je l'ai dit, la seule chose qui compte, c'est d'être en accord avec les principes et les convictions qu'on a. Ni père ni maître. Au-delà des cadres politiques, on peut en avoir. On a nos marabouts en qui nous croyons, nous sommes de telles religions. Mais dans le cadre politique, quel que soit l'argent que tu as, pour moi, c'est les convictions, comment nous pouvons aller ensemble. Je vais te donner une anecdote. Il y a un jour où j'étais en réunion du bureau politique du PIT. Tonton Ahmad, il m'a vu naître. Et j'avais du mal parce que c'est des partis qui nous apprennent à être des camarades.
Et camarade, des fois, c'est même beaucoup plus fort que les relations fraternelles que les gens peuvent avoir. Donc, je l'appelais tonton Ahmad, tonton Ahmad. À la fin, il m'appelle, me dit, Aïda, arrête en réunion de m'appeler tonton. En réunion, je suis ton camarade. Parce que quand tu m'appelles tonton, tu auras du mal à me dire ce que tu penses. Je ne sais pas si tu vois cette pédagogie-là. Donc, lui, dès le plus... Quand je suis entrée en politique, il nous a appris à nous affranchir d'une certaine, je ne sais pas comment le dire, mais à nous affirmer, à pouvoir dire nos positions. Maintenant, eux, ils peuvent, eux, quand je dis eux, ce n'est pas les gens du PIT, mais je parle de manière générale, les hommes, ils peuvent l'accepter pour leurs confrères, mais pas pour la femme qui, souvent, quand on a des réunions, certains s'attendent à ce qu'on parte, comment dire, servir le jus, café, en réalité, à ce que l'on cuisine. Des fois, il y a des réunions qui sont convoquées à 1h, 2h du matin. Comment une femme peut participer à ces réunions-là. Moi, j'avais la chance, quand je participais à ces réunions-là et que je terminais, mon père venait me prendre, on rentrait. Donc, lui, il avait cette... il anticipait. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai eu la chance de participer à des réunions des leaders, de pouvoir un peu percer le mythe, de voir qu'au-delà de ce qu'on voit en réalité à la télé, c'est des personnes comme nous, de participer à des conférences de leaders, de connaître des présidents de la République avec qui on avait fait des réunions. Donc, ça, c'est une certaine expérience qui, pour moi, m'a aidée. L'autre blocage que j'avais, c'est qu'à un moment donné, je voulais être un homme. Ah, carrément. Oui, c'était un complexe. Parce que tu sais, quand tu es fille et que tu es avec ton père, à chaque fois qu'on te présentait et qu'il savait que, entre guillemets, que tu étais son seul enfant, les gens avaient un air de désolation. Genre, ah, digen rek la am. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est très culturel. Oui, mais ils ne comprenaient pas que c'était violent. Oui. Parce qu'en réalité, tu te disais, bon, donc, man règle la âme en réalité. Et dans mon esprit, il fallait être le garçon, parce que j'avais mon frère avec qui il nous a éduqués tous les deux, mais je voulais être un garçon pour être comme lui. C'est comme si tu n'étais pas assez, en fait. Oui. Ouais. Donc, je pense que ça fait même pas 4 ans que j'ai commencé à me maquiller, à mettre des perruques. Moi, c'était mettre mes baskets, mon jean, mon t-shirt. Et... il y a un jour un leader qui m'a vu, qui m'a dit « Ah, donc toi, tu sais être une femme. » Mais c'est un jour où je pense que lui, il l'a compris. Il m'a dit moi, je ne fais pas de différence entre un homme et une femme. Mais il faut juste être l'enfant que j'ai. Et c'est là où je me suis réveillée en me disant que fille ou garçon, le tout, c'est de faire en sorte de ne pas décevoir. Parce que quand tu as un père et une mère quand tu les présentes, chaque personne à qui tu dis leur nom, s'ils les ont connus jeunes, ils ont cette attitude de respect envers toi et les attentes sont très grandes. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc, moi, je me suis dit que l'objectif, c'est que lui, il a fait en sorte de me rendre fière, parce que quand je dis je suis la fille de Khalifa, je suis très fière. Maintenant, moi, le défi, c'est que le père d'Aïda puisse voir le jour et qu'il puisse être fier. Donc là, j'y travaille. Maintenant, il y a des moments de doute. Il y a des moments de burn-out, comme vous le dites, où on a énormément de doutes, où on se dit, est-ce que ça en vaut la peine? Mais la seule chose qui peut-être nous pousse à y croire jusqu'à présent, c'est de nous dire que je n'attends pas de rémunération, entre guillemets, en termes de poste. Mais ce qu'on attend, ce que j'attends, c'est que les actions que nous posons pour le peuple puissent être des actions très sincères et que demain, les choses pour lesquelles je me bats aujourd'hui puissent en réalité prendre forme. Maintenant, ils peuvent prendre forme avec moi ou avec un autre, une autre, mais simplement continuer sur cette lutte-là et nous dire que nous pouvons le faire. Et nous sommes sur le chemin-là. Maintenant, nous sommes dans un contexte hyper compliqué, où aujourd'hui, certains ne savent pas faire la différence entre nos divergences d'idées et les divergences personnelles. Où je me rends compte qu'en tant que jeunesse de Benno, la complicité qu'on avait, ou à la limite, quand même les leaders donnaient un mot d'ordre, nous, c'est ce que les jeunes pensaient et disaient.
qui était la priorité. Aujourd'hui, les gens pensent qu'il faut qu'on fasse allégeance à une personne. Alors que moi, la formation que j'ai, on fait allégeance à une idée, à une idéologie, à une manière de voir, mais pas à une personne. Parce que comme on le dit, les institutions restent et les personnes partent. Maintenant, il faut qu'on essaie de créer cela. Il y a aussi le culte du moi et du je qui devient de plus en plus présent sur la scène politique. Et pour moi, aujourd'hui, l'objectif doit être de créer un nous. Un nous qui n'est pas dans la compromission, mais un nous qui fera en sorte qu'avant qu'Aïda se dise « qu'est-ce que moi je peux y gagner ?» que le premier réflexe puisse être « qu'est-ce que nous pouvons y gagner ensemble ?» Et il n'y a pratiquement plus de nous. Et quand je lis ce que je vois sur les réseaux sociaux, je suis très inquiète. L'autre, comme tu l'as dit, le parcours nous a permis aussi de comprendre que certains ont bien raison de juger les politiciens. Parce que comme je le dis, mais comment nous, en tant que jeune génération, nous pouvons changer les choses? C'est la question qu'on doit poser. Je ne dirais pas, parce que quand je dis comment nous, jeune génération, on peut changer les choses, ça ne veut pas dire que les anciens, ils sont tous à mettre dans le même sac. Parce qu'il y en a, comme je l'ai dit, des gens qui ont été torturés, qui ont été exilés, qui ont donné leur vie pour ce pays. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait une mémoire amnésique. Le Sénégal n'a pas commencé en 2000, ni en 2021. Mais 68 était là, des gens qui se sont battus pour l'indépendance. Donc, c'est un long processus, mais comment nous pouvons faire pour aller plus? Et en tant que femme, jeune femme, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Ben bien sûr, Aïda, tu es toute jeune, je te l'ai dit au début. Mais en tant que femme, toute jeune. Comment nous pouvons faire pour changer les choses? Et les défis sont là. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que cette indépendance que nous avions de nous affirmer même en tant que militantes des femmes, on est en train de vouloir nous l'arracher. C'est-à-dire qu'il faut soit être vert, soit être rouge, alors que certains ont le droit d'être gris et de décider quand ils seront verts ou rouges. Donc, c'est tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oh oui, oui. Mais c'est les réflexions que ça m'inspire. Dans le discours, dans la vision, vous me faites penser à une personne que j'ai rencontrée ici, Madame Samb. Oui. À partir du côté combatif, on le retrouve, je ne sais pas si c'est vous êtes du même bord politique ou quoi, mais en tout cas, je ressens un côté combatif. Moi, j'aimerais bien, parce que vous avez parlé du fait que vous étiez en charge de tout ce qui était droit des femmes. Et on sent dans vos discours aussi qu'il y a du vécu, mais que vous avez aussi voilà, des idées bien posées sur ce sujet-là. Concrètement, aujourd'hui, de par votre position, qu'est-ce que vous faites pour les femmes? Qu'est-ce qu'on fait pour les femmes? Déjà, sur le plan politique, avec Madame Samb, que vous dites, que j'ai rencontrée en étant adjointe au maire et pour qui j'ai énormément de respect. Parce que le travail qu'elle fait en sourdine, sans tambour ni trompette, je trouve que c'est un travail énorme et qui n'est pas beaucoup mis en avant. Donc, elle travaille avec les femmes, avec les calebasses, les formations pour les femmes. Et je dois dire que ça aide énormément par rapport à l'autonomisation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère où nos amis hommes, nos frères, ils aimeraient beaucoup avoir des femmes soumises, mais en réalité, ils n'aimeraient pas avoir de femmes qu'ils vont prendre en charge. Ah, maintenant, mais ça, c'est les Sénégalais, ça. Non, c'est partout. non, c'est partout. Non, Aïda, ce que tu viens de dire là, on va y revenir. Non, ça, c'est les Sénégalais. C'est les Sénégalais. Les Maliens, les trucs, on n'est pas comme ça. Maintenant, moi, je pense que même pour les questions de violence, quand une femme, elle est autonome, quand elle sait qu'elle a une porte de sortie. Mais en disant une porte de sortie, je n'aimerais pas que cela puisse être interprété en disant que je pousse les femmes à divorcer, etc. Ce n'est pas le cas. Quand je dis porte, qu'elle puisse être autonome et qu'elle puisse véritablement avoir le choix. Voilà. Là, tant qu'on n'a pas le choix, en réalité, on est entre guillemets prisonnier. Et c'est la raison pour laquelle ce que le Forum fait,
les formations que nous faisons, moi je pense que ça intervient direct par rapport à leur autonomisation financière, mais aussi à leur autonomisation sur le plan mental. Ouais. Parce que quand tu as une certaine autonomie, tu as beaucoup plus de coups des franches et ça c'est important. L'autre chose, comme je le dis souvent, moi je suis militante du respect des choix des uns et des autres. Mais en respectant ce choix des uns et des autres, faisons en sorte que ces choix puissent être de véritables choix. Parce que des fois, certains pensent ou certaines pensent qu'elles choisissent, alors que ce ne sont pas des choix, elles sont contraintes de le faire. Donc, comme on dit, d'autres disent que amul yaay namp mam. Faisons en sorte que ñëpp am yaay et qu'ils choisissent de rester et de choisir. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous travaillons. Maintenant, lier le militantisme avec les droits des femmes fait que beaucoup de fois on est stigmatisé. Parce que nous avons envie, comme je le dis souvent, que la loi sur la parité ne soit pas juste une question de nombre. C'est-à-dire qu'on ne dise pas vous êtes 50 femmes, 50 hommes, vous avez atteint la parité. Mais ces 50 femmes qui sont venues dans ce conseil, dans cette assemblée-là, quel est l'impact direct sur les femmes qui n'ont peut-être pas, je ne dirais pas la chance, la possibilité de siéger? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que souvent, j'ai remarqué qu'ils nous complexent. Genre, non, non, etc. Non. Même en parlant des questions de femmes, les gens ont lutté pour la parité pour qu'il y ait un changement véritable, pour que les femmes se sentent plus à l'aise, pour qu'il n'y ait plus une politique très masculine et pour qu'il y ait une égalité des chances. Je ne suis pas pour aujourd'hui le gouvernement sur 32 000 qu'il n'y ait que 4 femmes. Nous avons énormément de femmes compétentes. Nous avons énormément de femmes qui sont capables en réalité de bousculer et de changer les choses. Nous avons des femmes qui n'ont pas appris. Je me rappelle une fois, tonton Maguey m'avait amené avec, il avait une organisation à Fard, je ne sais plus, à Fifel Mbada, où il y a des femmes, beaucoup, elles sont analphabètes, elles n'ont pas appris, mais en termes d'influence dans le développement communautaire, ce qu'elles ont pu réussir, je pense que des doctorants n'ont pas pu le faire. Donc, comment nous pouvons faire aussi pour casser ce mythe de dire que pour pouvoir être quelque chose dans ce pays, il faut avoir tel diplôme. Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse travailler à l'égalité des chances. Parce que les femmes, dans les familles, vous verrez, quand il s'agit d'avoir une seule bourse, on le donnera à l'homme et la femme, on lui cherchera un mari. On en est toujours là. Hein. Donc, souvent, elles n'ont pas la chance de pouvoir choisir. Mais comment nous pouvons faire pour que ces femmes qui n'ont pas véritablement les mêmes chances, entre guillemets, que les autres, mais qui véritablement influencent en réalité sur le développement, comment faire pour qu'elles puissent être en avant et pour qu'elles puissent être en réalité accompagnées. Je me rappelle mon père, quand il travaille, il aidait souvent les femmes en termes de projets, les petites et moyennes entreprises. Il y avait une femme, j'ai oublié son nom, elle habitait Thiaroye, elle vendait les guedes, etc. Mais elle en a fait une entreprise parce qu'elle a eu la chance d'être formée et d'être, comment dirais-je, encadré. Donc tout ça, je trouve qu'au niveau minime, c'est au niveau de la ville de Dakar, mais ça doit être au niveau macro, avec l'État, dans les autres régions, parce que peut-être Dakar, beaucoup de femmes ont la chance, il y a le transport, il y a énormément de choses. Mais quand je suis partie au village originaire de mon père, où tu vois des femmes qui sont obligées de marcher combien de kilomètres pour aller au niveau des champs, pour pouvoir faire des choses, c'est énormément de contraintes. Donc je dis que tout ne peut pas se faire d'un seul coup, mais avec le temps, mais avec aussi une volonté, les choses pourront peut-être changer. C'est très important et une question très importante, Abdoulaye, parce qu'on parle, on le sent, une vraie militante tout d'abord des droits de la femme, au-delà même de la femme politique. C'est une femme engagée, Aïda, pour l'autonomisation et les droits de la femme tout simplement. Donc ce travail vraiment... on te remercie pour cet engagement. Moi, j'aimerais toucher à l'actualité. Tout simplement, tu y as touché tout de suite en parlant de la formation un peu d'un gouvernement avec une trentaine de ministres et 4 femmes. On en a parlé, moi j'ai eu à en parler souvent. J'ai envie d'ouvrir cette brèche et te demander ce que tu penses de la situation actuelle. Toi
qui a presque 20 ans d'expérience en politique, ce que tu penses de notre situation actuelle. On est en pleine alternance. La dernière fois qu'on a connu une si grande alternance, c'était en 2000. Avec Abdoulaye Wade. Tu étais toute jeune, mais je pense que tu étais déjà dans la mouvance, comme tu nous as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses actuellement de la situation politico-économique, sociale du pays avec cette nouvelle alternance que nous vivons? Je dois dire qu'il faut déjà clarifier que je suis opposante, assumée. Oui. Mais ce que je dois dire, c'est qu'en réalité, il y a énormément d'espoir que le nouveau gouvernement, que les nouveaux dirigeants ont suscité au niveau de la jeunesse, des femmes, du peuple sénégalais. Donc moi, personnellement, je ne souhaite que leur réussite, même si je souhaite qu'ils ne fassent qu'un seul mandat et que je sois candidate pour les remplacer. Ça, c'est dit. Bref. Bravo. Mais c'est surtout pour dire, en réalité, qu'à mon humble avis, ils ont aujourd'hui trop de certitudes. Et un peuple, ce n'est pas des camps. Ce n'est pas de tel camp il est pur, l'autre et de l'autre camp il n'est pas pur. On est en train de voir énormément de choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Vous êtes témoin de ce qui s'est passé au niveau de la ville de Dakar. Oui. Comment le maire a été déchu de manière très rapide parce que simplement quelqu'un a eu à menacer. Il faut à un moment donné que l'on rappelle les principes. Moi, je suis petite fille de l'Adjor, mais je ne suis reine ni princesse de personne. Nous sommes dans un pays démocratique. Dans une république. Dans une république. Et une république laïque, une république qui, depuis je ne sais plus combien d'années, a été une véritable république et véritablement exemple en termes de démocratie en Afrique. Parce qu'au Sénégal, je pense que, machallah, mais nous avons eu un parcours sans faute où à chaque moment donné que le peuple a eu à choisir, ils ont fait un choix et ils ont su que c'était eux qui avaient le pouvoir. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Comprendre que c'est un pays où, même si Aïda, elle est la seule à ne pas être d'accord avec ce qu'il fait, Aïda est sénégalaise et qu'ils puissent l'intégrer ça dans leur esprit. Comprendre aussi que les libertés sont à préserver. Parce que moi, je vois de plus en plus d'arrestations, de chroniqueurs, etc. Et je pense que nous sommes en 2025. Il va falloir, je ne parle pas de liberté d'insulte, mais la liberté d'expression est une de nos, comment dirais-je, c'est un droit. Et aujourd'hui, même en venant faire l'interview, ma mère, elle me disait, etc. Est-ce qu'on doit en arriver à ce qu'on ait même peur de dire ce qu'on pense? L'autocensure, ça peut être dangereux. C'est dangereux. Et moi, je dis que je suis une personne libre en quête de plus de liberté. Et tant qu'on sera dans cette logique-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ni maître ni parrain, qu'on nous laisse la liberté de penser. On peut nous tromper. On peut nous tromper parce que, comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas adepte de la certitude absolue. Mais même en nous trompant, qu'on nous laisse la latitude d'assumer. Assumer ne veut pas dire que tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont contre moi. Mais tous ceux qui ne pensent pas comme moi, même s'ils sont contre vous, essayons de voir s'ils sont contre le peuple ou ce pays-là. Et je ne pense pas que ça soit le cas. Première chose. Deuxièmement, c'est, pour moi, il y a une dose de populisme, de manipulation à tout va. Ce n'est pas l'opposante qui passe, c'est un sentiment que j'ai. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas de vérité absolue. Peut-être que je me trompe. Mais moi, je dois considérer qu'ils ont appelé à leur dialogue. Je n'ai pas encore de position par rapport à ça. Mais qu'il faudrait qu'à un moment donné, qu'il y ait moins de politique. Parce qu'on a quitté entre 2021 et 2022, 2023, où c'était très dur. Oui. Je me rappelle en 2021, quand on est sorti juste de la crise, j'ai convoqué un dogu débat. Oui. Parce que moi, je crois au dialogue. Moi, je crois que, comme quelqu'un l'a dit, je ne sais pas si c'est Voltaire ou un autre, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Oui. Il ne faut pas qu'on puisse penser qu'il faut une vision, une seule manière de faire, que tel est beau, tel est vilain. Même la mocheté, je veux dire, il y a des circonstances atténuantes pour certains. C'est relatif. C'est relatif. Donc, pour moi, je suis une personne qui croit en la diversité de pensée, de vision.
Maintenant, nous avons un gouvernement jeune. Oui. Qu'il ne fasse pas un déni de réalité. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est pur, ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on est ajouté à la poubelle. Mais c'est quelles sont les convictions des uns et des autres et comment nous pouvons faire aujourd'hui pour qu'au-delà des divergences politiques et que nous devons avoir, parce que la force d'une démocratie, c'est la contradiction. Mais au-delà de tout ça, comment nous pouvons faire pour que les forces de développement, que les forces d'idées puissent en réalité être en jonction et que le pays puisse avancer. L'autre chose, qu'on n'oublie pas que nous sommes dans un pays laïque. Il faut que peut-être qu'en réalité, j'insiste sur ça, parce que j'ai comme l'impression que certains oublient que la laïcité en réalité, ce n'est pas un déni de la religion de l'un ou de l'autre, mais c'est que l'État soit équidistant par rapport aux croyances des uns et des autres. Et cette question qui aujourd'hui est posée par rapport aux écoles chrétiennes qui interdisent le voile, aux écoles, comment dirais-je, musulmanes qui forcent le voile, pour moi, c'est des questions tellement sensibles qu'on ne peut pas se lever un bon jour et dire que nous avons une solution. Et c'est des questions que nous n'aimons pas souvent aborder parce que c'est très délicat. Mais moi, j'en appelle à la retenue et qu'il y ait beaucoup plus de discussions, beaucoup plus de plages de convergence. Sur le plan économique, je l'ai dit la dernière fois, depuis que Diomaye Sonko, en jetant des pierres à mes amis de Pastef, je les appelle des amis parce que sur les réseaux sociaux, on se jette des pierres. Mais c'est pour dire que nous ne voyons pas encore en réalité véritablement... Parce que, au-delà des divergences qu'on a, je pense que les gens, c'est d'abord le panier de la ménagère. Est-ce que les choses bougent? Ça ne bouge pas encore, mais nous espérons que peut-être d'ici l'année prochaine, que les choses vont bouger. Pour la reddition des comptes, moi, je suis pour que ça ne faille. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de petit-fils de Ladjo ni d'Albouri. Quand on donne à quelqu'un une caisse qui concerne des citoyens, il doit rendre compte, il doit ne pas mélanger son compte bancaire et les comptes de l'État. Que ça ne faille. Mais que ça ne soit pas une vendetta. Qu'on ne dise pas que je pense que ça tient, mais que les droits des uns et des autres en réalité puissent être respectés. Parce que véritablement, je pense que si les gens se sont battus, c'était pour le respect des droits et aussi une séparation véritable des pouvoirs. Donc, LOL aussi, c'est des choses que moi, je préconise, mais tout en disant, je suis opposante assumée, mais je souhaite plein succès. Oui. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Parce que si Diomaye fait en sorte qu'il n'y a plus de salaire, nous tous, nous allons pleurer. Ce n'est pas les gens du pouvoir qui vont pleurer et les gens de l'opposition qui vont rire. Donc, nous leur souhaitons plein succès, tout en assumant notre position d'opposante que nous allons assumer jusqu'au bout. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas de... Et ce que nous verrons qui ne va pas, nous allons le dire. Comme je l'ai dit, ni Dieu ni maître. Parfait. Maintenant, au-delà de ces cadres-là, nous avons nos croyances. Musulmanes, croyantes, pratiquantes, etc. Mais dans le cadre politique, quand même, nous pensons qu'il faut d'abord une vision, une idéologie. Est-ce qu'on a les mêmes visions? Pour l'instant, nous ne l'avons pas. Parfait, parfait. En tout cas, c'est ta liberté d'expression, comme on le dit, et c'est ta vision des choses. Je pense que j'aimerais qu'on termine par ce volet qui est très important pour moi, parce que beaucoup de jeunes femmes nous regardent. Beaucoup de jeunes femmes qui nous suivent ont des ambitions, que ce soit en politique, que ce soit dans d'autres domaines. Peut-être, elles ne sont pas forcément attendues ou les challenges seront plus nombreux pour elles que si elles étaient des hommes. Deux choses. J'aimerais que tu parles à ces jeunes femmes-là qui te regardent parce que malgré tout, peu importe le côté où tu te situes, tu as un parcours inspirant. Et je pense que c'est ça le plus important. Alors, ma question, elle vient à savoir deux choses. Premièrement, comment est-ce que tu es arrivée à déjouer tous ces jeux dont tu as été
la proie, si je peux dire, parce que tu nous en as parlé tout à l'heure quand je parle de ton parcours, tu nous as parlé de ces hommes avec qui tu travailles qui peut-être essaient de t'amener vers un autre terrain que le travail, que ce soit des promesses sentimentales ou par l'argent ou par X et Y, par des liens familiaux, etc. Comment est-ce que tu es arrivé à déjouer tout ça en restant concentré sur tes objectifs professionnels et dans ton cas politique? Et ces atteintes, déjà j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, ces atteintes à ton intégrité physique, et comment est-ce que tu as travaillé dessus mentalement? Comment est-ce que tu as fait en sorte que ces expériences-là ne t'aient pas affecté mentalement au point que tu te dises c'est bon ou que tu t'effondres, cette force mentale-là? Pour l'intégrité physique, je dois dire que la première m'atogne. J'adore. Elle dit que la première, elle avait tort. J'adore comment elle assume. Parce qu'on avait je pense que c'était l'article 27. OK. Vers l'Assemblée nationale. Donc, j'étais en train de marcher. Les policiers sont venus. Oui. Ils nous ont dit, ils ont utilisé un terme de dégager. Oui. Donc, moi, j'ai traversé. Et le policier est venu et il m'a poussé. J'ai dit, mais ne me poussez pas. Parce que je n'ai pas eu comment dirais-je, j'ai pas dit non. Ouais. Et là, il m'empoigne et je le gifle. Ah, et d'ailleurs, et quand ce n'est pas des choses que je ferais, en fait, là, je ne le ferais plus parce que j'étais tellement bastonnée dans la voiture que j'ai compris. Okay, donc, ils m'ont... lui, je pense qu'il a été surpris. Et on m'a mis dans une voiture. Et c'est la raison pour laquelle il y a des camarades comme Bamba Fall, comme Youssou Mbow, qui étaient venus pour nous séparer, en fait. Et le chef a dit il faut l'amener. Donc, dans la voiture, il y avait une voiture et j'ai abaissé en réalité la vitre pour crier « What the dégage !» Et là, c'est la première fois que j'ai compris qu'on pouvait, que nit mën nañ ko lem. Je ne sais pas comment vous comprenez. Elle a été pliée d'une manière qu'elle pensait pour me même faire pas taire. Que c'était possible. Et j'ai été amenée à, comment dirais-je, au commissariat central. Et pour moi, ça, c'est l'une des plus grandes expériences de vie que j'ai. Parce que quand je suis arrivée, on m'a mis dans une cellule avec une femme... comme celle qui une femme de nuit, on va dire. Et de prime abord, j'avais un jugement de valeur. Genre, waouh, moi dans une cellule avec... Et cette dame, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne sais pas elle est où, mais elle a été d'une générosité. Wow. Parce que moi, j'ai tenu. Mais quand j'ai vu que ma mère, quand elle l'a su, elle m'a envoyé un sac avec des bagages, parce que les gens lui ont dit, elle a giflé un policier, on l'a défaire. Et quand j'ai ouvert le sac, je me suis rendu compte qu'en fait, elle ne se rendait même pas compte de ce qu'elle avait mis dedans. Donc, dans quel état elle devait être. Et là, c'est là où j'ai craqué. Et cette dame, que je ne connais pas, je n'ai pas son nom, a été d'une générosité pour te dire, elle a payé le déjeuner pour moi. Elle a été là comme une grande sœur et c'est depuis ce jour-là que je me suis dit que je ne ferai plus de jugement de valeur. Donc c'est ce jour-là que je me suis dit je ne ferai plus de jugement de valeur. Et aussi les policiers, pour dire le paradoxe, en tant que femme, au niveau du commissariat central, je ne dirais pas qui, mais j'ai été très bien reçue. Ils m'ont offert des jus. À la limite, je pense, talon. En fait, ils avaient énormément de... Une petite affection pour moi. Donc, après, j'ai été libérée. La deuxième, c'était... j'ai eu à Kher. Je ne sais pas si je dois dire que j'ai été bastonnée. Je vais un peu sauver l'apparence en disant Kher. Mais on m'a bastonnée. Avec quelqu'un qui n'aimait pas le 8 mai. Mais là-bas aussi, je dois dire que je suis coupable parce que j'avais pour mission de bousiller la réunion. Malheureusement, je ne savais pas qu'en venant pour bousiller la réunion, je recevrais un coup de poing sur la tempe qui m'a fait voir des étoiles où j'ai été amenée aux urgences.
La troisième... Donc ta mission, c'était de bousiller la réunion? Oui, qu'il ne fallait pas qu'il y ait de réunion. Donc, Ok. quand Donc, il c'est faisait un des, comment dirais-je, des arguments, je disais oui, mais, et j'argumentais. Et le gars, il n'a pas pu supporter. Parce que moi, j'avais pour objectif que cette réunion-là ne se tienne pas. Mais peu importe, écoute. Ouais, et il n'avait pas raison. Il y a des jeux, mais peu importe pour moi, c'est quand même inadmissible. Parce qu'ils ont convoqué une réunion qu'ils ne devaient pas convoquer et ils m'ont mis de côté. Donc moi, je suis venue par la force dans cette réunion-là et je ne voulais pas que cette réunion se tienne. Donc, mais oui, mais. Après, il se retourne, il me dit, mais Aïda, la prochaine fois que tu dis oui, mais, tu auras affaire à moi. C'est pas normal. Je le laisse, les gens font tour, je dis telle personne, oui, mais, et là, je reçois un coup de poing. Mais c'est pas de ta faute, du coup. Non, c'est pas de mal. Non, je dis, quand je dis c'est ma faute, c'est que, en fait, le fait de vouloir bousiller la réunion, je n'avais pas objectif sain. Mais la première fois, je suis d'accord avec toi, parce que, morale de l'histoire, mesdames et messieurs, on ne s'attaque pas à des forces de l'ordre. Donc, elle avait totalement tort. Mais pour la deuxième fois, non. Non, je n'avais pas tort, parce qu'après, maintenant, j'avais décidé de porter plainte. Ils ont fait des délégations, ils sont venus et demander pardon. Et c'est là où je dis que j'ai été faible, parce que je ne devais pas ne pas porter plainte. Donc ça c'est des choses que je donne conseil aux jeunes femmes. Quand on vous touche, quel que soit le niveau de Yérim Tolou, portez plainte. La deuxième des choses, c'est aussi un camarade en réunion du M23. Et quand je l'explique à Marco, je lui ai dit, c'est la première fois que j'ai su les dessins animés. Quand tu vois qu'on touche quelqu'un et qu'il voit des étoiles. Lui, le coup là, véritablement, j'ai vu des étoiles. Donc lui, j'avais décidé de porter plainte. Et quand le lendemain où je devais porter plainte, il a simulé que son père était décédé, que son père a su que j'allais lui porter plainte et que ce dernier est mort d'une crise cardiaque. Donc moi, quand j'ai vu ça sur Facebook, j'ai vécu quand même 24 heures très compliquées. Je me disais dans mon esprit, mais Manma Rei Papou Diambo, parce que tu sais, l'esprit, tu réfléchis, j'ai pleuré, etc. Et après, je me suis rendu compte que lui, il avait perdu son père, il n'avait même pas 5 ans. Donc, il a simulé parce qu'il avait peur. Donc, je me suis dit, lui, peut-être psychologiquement, ça ne va pas, je ne vais pas... Mais même dans ça, tu fais preuve d'empathie. Non, parce qu'en fait, si il m'a frappé, déjà, j'ai eu mal. Donc, si parce que moi, je vais lui porter plainte, il dit que son père est mort d'une crise cardiaque. Moi, c'est un peu ça la faiblesse que nous avons en tant que femmes. Et j'ai cette facilité de le dire parce que tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Après, je me suis dit, lui là, puisqu'il en est à un niveau de retuer, entre guillemets, son père, fais-moi pour une plainte. Non, psychologiquement, il n'est pas bien. Donc j'ai laissé faire. Donc, c'est des choses que j'ai vécues. L'autre, c'est que quand tu es jeune femme aussi, il faut savoir t'affirmer. Mais s'affirmer, ce n'est pas être dans l'insolence. Il faut qu'on puisse comprendre la nuance. S'affirmer, ce n'est pas tout le temps crier. Mais s'affirmer, c'est rester avec ses principes et ne pas être influençable. Parce que mon père disait souvent, même quand tu dis des idioties, assume tes idioties. Et peut-être après, quand tu vas te rectifier, mais ne donne à personne la possibilité de te dicter ce que tu dois dire. Maintenant, le comment aussi, ça compte. Je ne sais pas, je me fais comprendre. Oui, ça, il faudrait qu'on le comprenne. L'autre chose, en tant que jeune femme, ce qui m'a aidé à tenir, c'est qu'on m'avait briefé que du temps ancien, quand ils voyaient des femmes de force caractère, ils se disaient entre eux, il faut qu'on fidélise, entre guillemets, cette militante. Et en fidélisant cette militante, c'est comment faire pour peut-être vite fait l'épouser, pour peut-être faire en sorte qu'elle ne puisse pas ouvrir la bouche après. Et c'est ce qui fait que quand tu es beaucoup de femmes qui ont une grande, excuse-moi, gueule, à la fin, elles ne peuvent pas continuer parce que souvent, il y a un mec qui vient, qui joue au doux, qui te fait faire des choses qui, après, quand tu es en réunion avec lui, quand il te regarde, tu auras peur d'assumer. Donc ça, il te met dans une situation compromettante. C'est limite un peu de la manipulation, mais c'est des pratiques qui se font... Qui se font dans, oui, dans mais quand tu te dis, je veux, parce que comme je le dis, je vais le dire en Wolof et tu vas traduire, sabab lulen.
Quand tu as une intention, ça veut dire que quand je dis je veux être président de la République, ce n'est pas que je le ferai. Parce que c'est Dieu qui décide qu'il sera ou pas. Là, qui aurait dit en 2022 à Sonko que ce serait Diomaye et pas lui, il ne l'aurait pas cru. Mais quand tu as un objectif sur le long terme aussi, tu as obligation d'avoir une attitude sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, ce qu'on leur pardonne, on ne le pardonne pas à des filles. Et quand tu es dans le cadre politique, qu'on te compte 1, 2, 3 copains, tu as déjà la réputation d'être une femme facile. Donc ça demande une force, mais aussi ça demande à ce qu'on puisse tenir. Parce que l'argent, c'est la chose la plus facile. Oui, ce que je veux dire, ne jamais avoir peur de prendre du car rapide, du clando ou du taxi. Ne pas avoir peur de ça. Parce que dès l'instant où tu es complexé parce que cette personne a un ranch, tu ne sais pas comment il a fait pour l'avoir. On va te présenter un ranch, tu vas rentrer dedans, mais derrière, tu te compromets. Oui. Parce que la personne qui te l'offre, elle a peut-être l'intention de t'éteindre. Parce que nous sommes dans un pays où la femme, du tic au tac, elle perd sa réputation. Oui. Du tic au tac. Oui. Souvent, c'est des mensonges. Ouais. La vérité, c'est qu'à 90%, c'est des mensonges. Ouais. Comme je le dis, il y a le souturalement sur cette question-là. Sauf que des fois, il y a une fois une personne qui avait dit, je ne sais plus c'est quelle élection, que j'avais été reçue par un président qui m'avait donné 10 millions. Il est parti le dire à un ami et il a juré sur le Saint-Coran. Oh là là. Et c'était faux. Non, attends, quand on m'a rapporté ça, une semaine après, je l'ai rencontré et j'étais en train de prendre du Pinton. Il vient avec sa voiture. « Aïda, comment tu vas? Tu vas bien ?» Je lui dis « Bon, je suis en train d'acheter du Pinton avec les 10 millions. » Et là, il a accéléré parce qu'il a su. Et c'est ce point-là où je voulais en réalité terminer. C'est de dire, le seul juge que nous avons, c'est notre conscience. Dès l'instant où nous sommes quittes avec notre conscience, qu'on ne se réveille pas à 3 h du matin pour dire j'ai monté à Socia ou pour dire comment les gens vont me voir. Parce que dès l'instant où tu es dans une attitude double, tu auras du mal à dormir. Faisons en sorte d'être quittes avec notre conscience, de pouvoir assumer nos choix et de nous dire qu'on ne va pas tout le temps être bien en les assumant. Mais être tout le temps quitte avec notre conscience et faire en sorte que les principes puissent être au-dessus de tout. Moi, à SICAP, on m'appelait Aïda Principe. Et je dis que jusqu'à présent, peut-être que je suis vieille fille, entre guillemets, mais ces principes-là nous ont sauvegardés parce que la seule chose et la seule richesse que nous pouvons avoir, c'est de regarder les gens dans les blancs des yeux et de ne pas courber les chines. Et dès qu'on courbe les chines, on n'est plus digne et la dignité n'a pas de prix. Je ne fais pas de leçons de morale parce que j'ai des défauts. J'ai des crises des fois de folie en pleine réunion. Damay togn, damay xulo. Mais je ne pense pas, avec tout ce que j'ai dans ma conscience, avoir fait quelque chose si demain je rencontre une personne qui m'est chère, avoir peur qu'il soit au courant de mon passé. Et ça, je pense que jusqu'à présent, aujourd'hui, j'espère que ce sera toujours le cas. Je continue sur cette lancée-là et c'est le message que je lance aux jeunes femmes, d'être conscient de ne pas avoir de parents, mais solol toubey wardi, solol toubey mirmi, parce qu'on dit que ce n'est pas par l'habit que l'on reconnaît le moine, n'est-ce pas? C'est ça? C'est ça. Oui. Ouais, mais ce n'est pas l'habit qui fait le moine, mais c'est par l'habit que l'on reconnaît le moine. Ok. Aïda, il y a le sable. Et Sophia, je l'ai terminé en te remerciant. Comme je l'ai dit, c'est une fierté pour moi quand je vois une femme qui est sur la bonne lancée. D'habitude, quand je m'exprime en français, la dernière fois, j'en rigolais, je fais des fois m'intervertir le yeglaï. Mais c'est tout le temps un plaisir de t'entendre. Et Monsieur Nian, c'est quelqu'un que j'ai connu sur le terrain et qui m'a considéré comme sa sœur et qui tire plus les oreilles qu'il ne donne des conseils. Ça veut dire qu'il y a une affection, je veux dire, réciproque. Et c'est quelqu'un que j'estime, parce que sur le terrain politique, les jeunes, on se connaît, qui n'est pas dans la compromission et qui a en réalité une liberté de ton et de pensée que j'apprécie. Donc, je te remercie de m'avoir. Je ne sais pas si je suis la femme politique
exemplaire, mais de m'avoir donné cette possibilité de partager. Et j'espère qu'on en aura d'autres. Et de vous remercier, Monsieur Sidibé, par rapport aux échanges. Et j'espère que je n'ai pas déçu. Et d'être très contente de voir une caméra woman. Ouais. Parce que ça voit que les choses sont en marche. Gorgne moom duma leen féliciter, il faut faire votre part. Ouais. Mais je suis très contente. Et j'espère qu'on aura d'autres possibilités. S'il y a quelque chose que j'ai dit qui n'était pas en accord, comme je le dis souvent, j'ai de petits rap. Mais si c'est un rapport, ça veut dire que rap yi bàyyi nañ ma ba ma terminer l'émission. Merci en tout cas. Ce que j'ai appris, si dans ce pays, c'est que tu es dans la bonne voie. C'est parce que tu défies, tu challenges et il faut challenger. C'est important. Aïda, c'est nous qui te remercions. Tu es tellement inspirante de par ton parcours, de par ta force de caractère. Parce que pour moi, on ne demande pas d'être parfait. La perfection n'existe pas. Mais on demande d'être vrai, d'avoir ses principes, peu importe, faut fêter. Je me connais, moi je suis une journaliste, j'ai l'habitude de dire fêter ou me faire. Moi, l'important pour moi, c'est de poser les bonnes questions et de permettre à tout le monde de s'exprimer, d'exprimer sa vérité. Et aujourd'hui, je suis contente et très fière d'avoir été reçue ici, à l'hôtel de ville, pour pouvoir entendre ta vérité. Merci beaucoup, Aïda. Merci à toi. Et à très bientôt. Merci à vous. Abdoulaye. Ouais, comme d'hab, hein, honnêtement, c'est super. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir suivre ta progression. Parce que je sais que t'en as encore sur la pédale. Je te souhaite une longue carrière dans la politique. Amen. Avec toutes tes ambitions, et puis tu peux compter sur Sophia et moi pour t'accompagner sur la partie au moins communication. Ça, Amen. Oui. En tout cas, merci beaucoup à toi, Abdoulaye. Merci à toute l'équipe de la plateforme. Merci à vous, my people, chers internautes, de nous suivre. Laissez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode et des suggestions. Qui est-ce que vous voulez voir prochainement sur votre podcast? On vous écoute, on attend vos commentaires, vos réflexions. Partagez surtout. Merci de nous soutenir. Moi, je vous dis à très bientôt dans le nouvel épisode de la plateforme Nouvelle Version, le podcast.